Allez, on prépare. Une année, on prépare. Les animaux tiennent une place centrale dans le mur invisible. On peut dire qu'ils en sont non seulement des protagonistes, mais qu'ils sont aussi le moteur de la narration elle-même. Pour rappel, dans ce récit, l'héroïne, qui est aussi la narratrice, c'est-à-dire l'instance qui raconte, s'aperçoit un matin qu'un mur invisible se dresse autour de la vallée où elle se trouve. Tous ceux qui y vivaient de l'autre côté sont morts. Elle semble être la seule survivante humaine. En écrivant un récit qui commence après la fin du monde, en tout cas après la fin du monde humain tel qu'on l'a connu, Marlene Haushofer avait de nombreux choix à sa disposition pour entretenir la tension dramatique. Elle aurait pu, par exemple, faire revenir la narratrice sur sa vie passée, la faire s'accrocher à ses souvenirs. Elle aurait pu spéculer tout au long du roman sur les raisons qui expliquent l'apparition du mur, développer une pensée historique et politique, une réflexion poussée sur le cheminement de l'humanité jusqu'à sa perte. Elle aurait pu, pourquoi pas, créer une héroïne qui passerait une bonne partie du récit à essayer de vaincre le mur pour se libérer de son emprisonnement. Mais tous ces éléments, qui sont bien présents dans le mur invisible, y restent à l'état d'amorce. L'autrice choisit de se concentrer sur le quotidien très concret de son personnage, et en particulier sur sa relation aux animaux, une vache, un chien, un chat, et dans une moindre mesure, les animaux sauvages qui peuplent la montagne. Si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce motif de l'animal est si central qu'il est présenté comme la justification même du journal que la narratrice entreprend d'écrire après 2 années passées derrière le mur. C'est-à-dire la justification du récit que nous avons devant les yeux, nous, lecteurs. Répétons-le, la narratrice ne se met à écrire son journal que 2 ans après la catastrophe. Elle aurait pu commencer dès l'apparition du mur, pour conjurer la peur et la solitude. Mais elle est restée 2 années entières sans en ressentir le besoin. Qui est-ce qui, dès lors, la pousse à mettre par écrit dans le détail ce qui lui est arrivé ? Eh bien, cet événement fondateur, c'est la mort de son chien Lynx et de Taureau. C'est après le meurtre de ceux-ci par un homme apparu contre toute attente dans les alpages, que la narratrice va commencer son journal. L'acte d'écrire est présenté comme un moyen de ne pas sombrer dans le désespoir. Une tentative de comprendre aussi, car si elle n'écrit pas, l'héroïne sera condamnée à ressasser encore et encore les circonstances de ce drame. Le journal n'est donc pas un témoignage. Il est un exutoire, un moyen d'empêcher des pensées obsédantes de l'envahir. Mais n'est-il pas étonnant que la narratrice n'ait pas ressenti le besoin d'écrire 2 ans plus tôt pour comprendre l'avènement du mur, pour exorciser le choc de la solitude ? Non, c'est bien la mort du chien qui est l'événement fondateur du récit, et non la catastrophe mondiale qui a mis fin à l'humanité. À partir de là, on peut voir que toute la tension narrative du récit rétrospectif tient dans le sort qui attend les animaux partageant cette expérience limite avec l'héroïne. À chaque fois qu'elle voudra renforcer la tension du récit, l'autrice y glissera une prolepse qui annoncera la mort à venir de l'un des animaux. D'abord Perle, ensuite Tigre, puis Lynx et Taureau. En parallèle, le récit ne cesse de ressasser les moments où l'héroïne craint pour ses animaux, comme pour mieux se lancer et évoquer l'instant traumatique entre tous, celui où, remontant dans les alpages, elle découvre Taureau tué à coups de hache et voit bientôt Lynx succomber sous la même arme. Une fois cet événement raconté,
il n'y aura bientôt plus de papier sur lequel écrire. Mais il n'y a surtout plus rien sur quoi écrire. Mais avant d'en arriver à ce moment, la narratrice décrit dans le détail la façon dont elle a partagé la vie de ces animaux, la façon dont, d'animaux de compagnie, ils sont devenus de véritables compagnons, ceux dont on partage le repas, le pain. Et on pourrait se hasarder à dire que le récit en vient à redéfinir le statut de l'animal en miroir de l'homme, ou plutôt de la femme. La relation femme-animal est avant tout une relation de besoin mutuel. L'héroïne a besoin de la vache, car celle-ci lui donne son lait. Mais elle en a besoin surtout parce que s'occuper de la vache, ou du chien, ou du chat, s'assurer de leur bien-être, les nourrir à son tour, tout cela lui donne une raison de vivre. Dès le premier été, les soins à donner aux animaux la lient à la vie par une sorte de devoir moral. Je ne sais pas comment j'ai réussi à survivre à cette période. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai dû y parvenir que parce que je me l'étais fourré dans la tête, et parce qu'il fallait bien que je prenne soin des 3 animaux. Devoir prendre soin des animaux est tantôt présenté comme un fardeau, tantôt comme une bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est que la narratrice ne fait pas vraiment de différence morale entre prendre soin d'un animal et prendre soin d'un humain, par exemple, de son propre enfant. Quand elle évoque sa peur qu'une chouette ou un renard s'attaquent au chat, elle dit « Autant que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu à souffrir de telles craintes, et j'en souffrirai aussi longtemps qu'existera un être, quel qu'il soit, qui m'aura été confié. Autrefois, bien avant qu'il soit question du mur, j'ai parfois souhaité être morte, pour être enfin libérée du poids qui pèse sur moi. Je n'ai jamais osé parler à quiconque de ce lourd fardeau. Un homme ne m'aurait pas comprise. Quant aux femmes, elles ressentaient la même chose. Car tel est en effet le prix qu'on doit payer pour être capable d'aimer. Remarquez la distinction opérée ici entre l'expérience féminine et l'expérience masculine. On désigne parfois le mur invisible comme un récit d'écologie féministe, et ce type d'incise semble en effet justifier cette étiquette. Pour souligner l'importance des animaux dans le récit, on peut également s'arrêter, en miroir, sur la place qui y est ménagée aux humains. Le récit commence par l'évocation d'un homme, c'est vrai, le mari de la cousine de la narratrice. Il est juste que ce récit commence par Hugo. C'est en effet grâce à Hugo que la narratrice a survécu. Mais en fait, la contribution de Hugo est décrite comme quelque chose qui relève entièrement du hasard. Si la narratrice est en vie, c'est parce que Hugo avait peur des chevaux et avait le mal de mer. Faute de bateau ou de cheval de course, il s'est donc acheté une propriété de chasse dans les montagnes autrichiennes. Le seul lieu épargné sur Terre, le lieu dans lequel se déroulera le récit. L'évocation des humains et du vide que laisse leur disparition ne prendra ensuite que peu de place dans le roman. Il y a bien le choc que ressent la narratrice lorsque derrière le mur elle aperçoit un vieil homme figé, un inconnu. Elle mentionne ensuite brièvement la mort probable de ses propres filles, mais sans s'appesantir sur ce deuil, et en constatant qu'en réalité, c'est comme si ses enfants étaient déjà morts depuis longtemps. Il s'agit d'adultes plutôt désagréables, peu aimantes, querelleuses. Ce n'était pas leur mort que je pleurais, mais uniquement celle des enfants qu'elles avaient tétés de longues années auparavant. Il est probable que ça paraîtra cruel, mais je ne vois vraiment pas à qui je devrais encore mentir aujourd'hui. Je peux me permettre d'écrire la vérité. Tous ceux à qui j'ai menti sont morts. Dans le monde d'après le mur, il n'y a plus besoin de mentir.
Il n'y a plus besoin de s'accrocher à une hiérarchie des vivants qui voudrait qu'un humain ait plus de valeur qu'un animal. Le meurtre de l'homme par la narratrice à la fin du récit est ainsi décrit comme un geste naturel. Geste des défenses, certes, geste réflexe, mais surtout, cet homme mérite la mort car il a massacré Lynx. Avoir tué ce vagabond ne semble pas causer de tourments moraux à l'héroïne, qui justifie son geste, non seulement parce qu'il aurait pu la mettre en danger, mais aussi parce qu'il aurait pu vouloir rétablir l'asservissement dont elle a souffert dans sa vie d'avant, à cause de l'ordre patriarcal. Ainsi, la barrière des espèces est bousculée dans le roman. La narratrice humanise les animaux qui l'entourent et elle-même, elle s'animalise. Au début du récit, cela est évoqué comme un précipice à éviter. À la fin du récit, cela devient simplement un constat. Parfois même un horizon impossible, mais désirable. Dans le rapport au temps, par exemple, les animaux sont supérieurs à la femme, car ils ne se projettent pas. Ils ne connaissaient que le moment présent. Les herbes tendres, les grands prés, l'air chaud qui caressait leurs flancs et la lueur de la lune qui tombait le soir sur leurs couches. Une vie sans peur et sans espérance. Moi, j'avais peur. Depuis que sa montre s'est arrêtée, elle vit à l'heure des corneilles. Elle se compare au chat. Je me conduisais comme la chatte, qui depuis sa maladie est retombée en enfance. À propos du chien, elle dit « Je comprenais presque tous ses mouvements et presque tous ses appels. » Elle rêve aussi qu'elle donne naissance à des animaux. Dans mes rêves, je mets au monde des enfants qui sont indifféremment des humains, des chats, des chiens, des veaux, des ours et d'étranges êtres couverts de poils. Mais tous naissent de moi, et il n'y a rien en eux qui puisse m'effrayer ou me rebuter. Cette indistinction finit même par s'étendre au monde végétal. Quand mes pensées s'embrouillent, c'est comme si la forêt avait commencé à allonger en moi ses racines pour penser avec mon cerveau ses vieilles et éternelles pensées. Un passage résume de manière éloquente la prise de position éthique sous-jacente de l'autrice. Et c'est sur cette citation que je conclurai mon analyse. Les barrières entre les hommes et les animaux tombent très facilement. Nous appartenons à la même grande famille. Et quand nous sommes solitaires et malheureux, nous acceptons plus volontiers l'amitié de ses cousins éloignés. Ils souffrent comme nous si on leur fait mal. Et ils ont comme nous besoin de nourriture, de chaleur et d'un peu de tendresse. En 1963, quand paraît Le Mur invisible, la philosophie antispéciste n'a pas encore connu les développements qu'elle connaîtra dans les années 70. D'une certaine façon, si on regarde la place centrale qu'elle ménage à l'animal, on peut donc dire que Marlene Haushofer fait figure de précurseur avec ce roman.